si on décide, nous, qu'on ne veut pas de poulet chloré, est-ce que ça suffit pas? Parce que nous le décidons? Est-ce que nous avons perdu toute espèce de souveraineté au point que ce sont les acteurs économiques qui décident de nos choix? Nous sommes là devant le cœur de ce projet, l'anéantissement de la souveraineté populaire. Deuxième domaine, les réglementations techniques. Alors moi, je ne sais pas combien il y a de normes techniques en Belgique, mais à l'occasion d'une de mes conférences, c'était plutôt au début de cette année-ci, c'était une conférence que je faisais à Paris, j'avais dans mon public un polytechnicien. Ah, c'est des gens calés, ça. Hein, D'ailleurs, quand il s'est levé et qu'il a dit qu'il était polytechnicien, je me suis dit, oui, ça va être quoi la question? Mais non, c'était gentil, il voulait nous informer. Il voulait nous dire qu'en France, il y a 400 000 normes techniques. Donc les normes techniques, c'est pour fabriquer une bagnole, un moulin à café, une machine à laver, tel ou tel type de médicament, tel produit alimentaire, enfin c'est ça. Et on a encore insuffisamment accompagné ça des exigences de marquage. Quand vous achetez une boîte de, je ne sais pas quel médicament, hein, vous avez tout de suite tout un papier que vous dépliez, parce qu'il y a 35 langues maintenant, avec un certain nombre d'explications. Quand vous avez une bouteille, vous avez un peu le détail de ce que contient cette eau-là. C'est encore insuffisant. De mon point de vue, c'est vraiment pas assez, hein, parce que moi, j'ai pas fait Bac plus 18 en chimie, et donc quand c'est une formule, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, on a déjà quand même des exigences de marquage. Et c'est pas inutile, à la fois pour la sécurité de l'utilisateur et pour sa santé. Eh bien, malheureusement, dans une note de négociation déposée au comité 207, la Commission européenne a écrit « Les exigences de marquage doivent être limitées à ce qui est l'essentiel et ce qui est le moins restrictif pour le commerce ». Ce qui veut dire que le commerce est plus important que la sécurité et la santé des consommateurs. Troisième secteur, toujours à ce propos d'harmonisation des normes, là c'est intéressant. Parce que nous avons l'énumération d'un certain nombre de secteurs où on est certain qu'ils vont essayer d'aller vers des normes les plus basses, les moins protectrices, les moins restrictives. Vous le voyez? L'automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques. Et alors vous aurez noté l'expression « les industries de la santé ». Parce que pour ces gens-là, la santé, c'est d'abord une industrie. Et puis les technologies de l'information et de la communication, les services financiers, après la crise qu'on a connue, il faut déréguler. Comme si on avait beaucoup régulé. Enfin, là, c'est clair, quoi. Là, c'est clair. Enfin, et à tout ça, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que quand on nous dit, parce que ça fait partie du baratin, oui, mais entre les États-Unis et l'Union européenne, nous avons des valeurs communes. Oui, ils n'ont pas reconnu les conventions sociales de l'OIT, ils n'ont pas reconnu les conventions internationales environnementales, ils n'ont pas reconnu la convention de l'UNESCO, et ils n'ont pas la même conception que nous du rapport au risque. Chez nous, on ne met en circulation, je sais qu'il y a des imperfections et qu'on pourrait faire mieux, hein, mais chez nous, le principe, c'est qu'on ne met en circulation un processus ou un produit qu'après avoir vérifié son innocuité. On appelle ça le principe de précaution. Aux États-Unis, on met en circulation un produit ou un processus et puis on regarde ce qui se passe. Comme c'est arrivé encore il y a quelques mois, où on a fallu retirer une bagnole parce que dès qu'on tournait le clé de contact, elle prenait feu. Bon, aux États-Unis, enfin plutôt chez nous, par rapport au risque, on intègre aussi pas seulement le risque des consommateurs ou des utilisateurs, mais le risque du personnel qui participe à la fabrication du produit ou du processus, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Alors, il y a la reconnaissance mutuelle, je viens de vous expliquer. Il y a d'autres conséquences. Il y a de vraies menaces pour les normes sanitaires et alimentaires en vigueur chez nous, dans nos différents pays. Elles ne sont pas les mêmes de l'Italie à la France, de la France à la Belgique, de la Belgique à l'Allemagne, mais il y en a. Il y a des menaces sur les contraintes en vigueur chez nous, sur l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique. Alors, je ne vais pas m'étendre, il y a des menaces sur la viticulture.
des menaces importantes. Mais enfin, comme la Belgique n'est pas réputée pour un pays viticole, je ne vais pas vraiment m'étendre. Il y a des menaces sur les indications géographiques protégées. Au titre de cette harmonisation, je mets le mot harmonisation bien entendu entre guillemets, des règles, que faut-il penser des services publics? Eh bien, nous avons un article 15 qui nous en parle, c'est-à-dire qu'on va partir de ce qui existe dans l'application de la GCS pour aller plus loin. Dans l'application donc de l'accord général sur le commerce des services, pour aller plus loin, hein, et on va essayer de l'appliquer substantiellement à tous les secteurs et à tous les modes de fourniture d'un service, avec comme conséquence que, vous le savez, les accords de l'OMC ne font pas la différence entre les statuts différents d'un fournisseur de services. Nous avons des fournisseurs privés et nous avons des fournisseurs publics. Mais pour la logique de la mise en concurrence, le statut du fournisseur ne compte pas, c'est le fait qu'il soit fournisseur. Et donc, il faut les mettre sur un pied d'égalité. Et donc, un fournisseur public, c'est un fournisseur qui est avantagé puisqu'il est protégé par les pouvoirs publics et financé par les pouvoirs publics. Il faut donc mettre fin à cet avantage qui fausse la concurrence. Donc, on va aller encore plus loin dans ce qui est déjà entamé depuis 1995, depuis que sont en vigueur les accords de l'OMC. Vous le savez, on a libéralisé, mis en concurrence la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité. On a mis en concurrence le transport aérien. On a mis en concurrence le transport ferroviaire. C'est fait déjà maintenant pour le fret et c'est en train de se faire pour les passagers. On va continuer. On va continuer dans des secteurs où c'est en concurrence aux États-Unis, mais où ce n'est pas encore chez nous. Où il y a un statut privilégié pour les hôpitaux publics, les écoles publiques, la recherche publique, la sécurité sociale. Ce sont les prochaines cibles qui seront l'objet des attaques si ce traité devient réalité. Alors je vous disais, cet accord va concerner tous les niveaux de pouvoir, et voilà un exemple qui le démontre. Ce sont les marchés publics. Vous savez, aussi bien qu'une commune, qu'une province, qu'une région, qu'une communauté ou l'État fédéral lance des appels d'offres pour des marchés publics. Eh bien, on a tout un texte, vous voyez, c'est une grosse tartine, l'article 24, qui dit d'ailleurs que ça concerne le niveau national, régional et local, que ça concerne les services publics, et que ça couvrira toutes les activités qui est dans le domaine des services publics, qu'il faudra assurer un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. Donc, ça veut dire que si la commune ou la ville de Nivelles lance un appel d'offres, elle devra traiter un offrant américain de la même manière qu'elle traitera un Belge ou une entreprise du Brabant wallon. Il ne pourra pas y avoir de discrimination. Donc, on ne pourra pas favoriser des entreprises locales. D'ailleurs, on en remet une couche, et je l'ai mis en rouge. Il faudra des obstacles qui ont un impact négatif sur les marchés publics, y compris les exigences de localisation et les exigences de production locale. On ne pourra plus mettre dans un appel d'offres qu'on devra faire appel à des fournisseurs du Brabant wallon, ou de Wallonie, ou de Belgique, ou d'Europe. Non. Moi, j'utilise souvent un exemple, et je sais déjà qu'il y a des restrictions qui viennent de la Commission européenne, mais l'exemple des cantines scolaires. Si la commune de Nivelles lance un appel d'offres pour ses cantines scolaires et qu'elle dit celui qui fournira, qui alimentera, c'est le cas de le dire, les cantines scolaires, devra s'installer sur le territoire de Nivelles et il devra faire appel à des producteurs locaux, de préférence bio. Ça non, c'est plus possible. Exigence de localisation et de production locale. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça, c'est pour les marchés publics. Et on pourrait prendre des exemples à tous les niveaux. Alors, je ne sais pas, parce que ici, on est en Belgique et on n'est pas fasciné de la même manière qu'en France sur l'exception culturelle. Ça fait 1 heure que je parle. Est-ce que vous voulez que je vous dise un mot de la culture? Oui, bon, voilà, merci. Parce que
on en fait du foin en France avec l'exception culturelle. D'ailleurs, le 15 juin, donc le lendemain de la décision à Bruxelles du Conseil des ministres, on ne parlait que de ça dans les journaux français. On a sauvé l'exception culturelle. On ne parlait que de ça. Il y a 45 autres articles, mais on ne parlait que de ça. On a sauvé l'exception culturelle. Ah ben, regardons un peu. On a un premier texte, c'est celui de l'article 6 du mandat, qui dit qu'on mettra dans le préambule tout ce que vous avez sous les yeux, qui est superbe, et qu'on appliquera la convention de l'UNESCO et tout ça. Seulement, le problème, c'est que les États-Unis, ils n'ont pas ratifié la convention de l'UNESCO. C'est déjà un premier problème. Il y a un deuxième problème. C'est que en droit international, ce qui n'est pas toujours le cas en droit national. Je ne sais pas en Belgique, j'ai oublié. Mais en France, un préambule vaut texte. En France, le préambule de la Constitution de la Ve République a la même force que les articles qui suivent. Mais en droit international, ce n'est pas du tout le cas. Le préambule d'un traité n'a aucune valeur juridique. Donc ça, c'est du vent. C'est du vent. Alors, moi, je me suis posé une grande question. Parce que la représentante de la France à la réunion du 14 juin, c'était Madame Brick. Et je me suis dit, mais quelle est la pierre qu'a apportée Madame Brick à cette affaire-là? Eh ben, la pierre de Madame Brick, c'est l'article 21. Les services audiovisuels ne sont pas concernés par ce chapitre. Et manifestement, Madame Brick, elle ne connaît pas les accords de l'OMC. Parce qu'elle aurait dit, et les théâtres, et les opéras, et les musées, et les archives, et les bibliothèques, et le patrimoine. Eh bien, tout ça, ça va tomber sous le coup de l'accord. Donc, l'exception culturelle se réduit à l'audiovisuel. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas toute la culture. En plus, le Barroso, il n'était pas content, d'avoir dû accorder le 21. Il a même dit dans une interview à la télévision française, les Français, c'est des réactionnaires. Et lui, il a obtenu le 44. Et le 44, c'est quoi? Ben, c'est que la Commission européenne pourra revenir devant le Conseil des ministres avec les services audiovisuels si elle a envie. D'ailleurs, De Gucht l'a confirmé plein de fois après. À mon avis, le renard qui est Juncker, il fera ça entre le 14 juillet et le 15 août l'année prochaine. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose, qui est plus pire, comme diraient les gamins. C'est l'énergie. Et là, vraiment, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rendu furieux. Parce que nous avons une philosophie de l'État qui nous est commune à tous les pays d'Europe. C'est que l'État, il est le gardien de l'intérêt général. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. L'intérêt général est laissé à la garde de chaque individu. Mais chez nous, c'est notre philosophie politique. Et quand je lis la dernière ligne de cet article, qu'il faudra garantir un accès libre et durable. À qui? Aux firmes privées. Aux matières premières. Ça veut dire que nos pouvoirs publics, nos gouvernements ont décidé d'abandonner la souveraineté publique sur le sol et sur le sous-sol de nos pays. Et ça, moi j'appelle ça une trahison. Mais c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, donc on veut le faire. Alors, je sais pas, mais Bruxelles, c'est pas loin, mais je me suis quand même posé une fameuse question quand j'ai vu le texte. Qu'est-ce qui s'était passé le 14 juin 2013 à Bruxelles? Est-ce qu'il y avait un nuage saupoudrant la maladie d'Alzheimer sur le Conseil des ministres? Ou bien un subit accès d'amnésie de tous les membres du Conseil des ministres? Mais quand même, 5 ans après la plus grande crise financière que le monde ait connue depuis un siècle, écrire ça, la libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux, comme si rien ne s'était passé. Comme si on disait, vive la spéculation, continuons. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Aucune leçon de la crise financière n'a été tirée. Bon, maintenant nous abordons un chapitre énorme, puisque le texte s'appelle « Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement ». Qu'est-ce qu'on dit à propos de l'investissement? On a d'abord l'article 22 qui dit qu'il faudra libéraliser et protéger les investissements. Qu'est-ce que ça veut dire libéraliser
les investissements. Eh bien, libéraliser l'investissement, c'est le dépouiller de toute contrainte légale ou réglementaire. Donc, par exemple, si une usine veut venir s'installer, lui dire tu peux pas jeter tes eaux usées dans la rivière qui passe à côté, c'est une contrainte. Tu dois respecter la législation sociale du pays, c'est une contrainte. Tu dois respecter la législation fiscale du pays, c'est une contrainte. Je vous donne un exemple concret. Le Brésil, après la signature des accords de l'OMC, avait considéré que s'il libéralisait sa législation en matière d'investissement, les investisseurs allaient accourir. Comme ça, c'est pas vérifié, il n'a pas été jusqu'au bout. Et il restait une loi. Il restait une loi qui disait que tout investisseur étranger doit réinvestir 10% du bénéfice net de l'exercice antérieur. 10%. Pourquoi? Pour fixer l'activité, pour éviter les investissements spéculatifs. 10%. C'est pas le Pérou, enfin non, c'est pas le Brésil. Hein? Ça c'était insupportable pour un investisseur américain. Et donc cet investisseur américain a demandé au gouvernement des États-Unis de déposer plainte contre le Brésil pour cette loi-là à l'OMC. Évidemment, le Brésil a perdu. Et il a été devant le choix de payer des compensations ou de supprimer sa loi. Il a supprimé sa loi. C'est ce que nous risquons si ce texte passe. Alors, protéger l'investissement, c'est le mettre à l'abri de toute forme de fiscalité. Donc, nos dirigeants, nos gouvernements estiment qu'il faut souligner l'importance et la nécessité de libéraliser et de protéger les investissements. Ceci n'est pas sans conséquence. Parce que je ne vous montre pas la suite de l'article 23, il y a toute une série de conditions que les États devront et les collectivités territoriales devront respecter, qui ont pour conséquence qu'il ne sera plus possible de pratiquer ce qu'on appelait il y a encore quelques années une politique industrielle. Je sais bien, c'est ringard. Je sais bien, c'est pas à la mode de dire que les pouvoirs publics ont quand même quelque chose à voir dans la manière dont l'activité industrielle s'organise dans le pays. C'est plus à la mode. Il faut laisser ça à la main invisible du marché. Oui, mais, nous les humains et notre planète, nous faisons face pour la première fois de l'histoire de l'humanité à des défis qu'on n'a jamais connus. La destruction rapide de la biodiversité, le saccage de l'environnement, les changements climatiques. Le jour où enfin, ceux qui nous dirigent et qui